En août 2019, un article paru dans la revue Nature a parlé de la découverte d'un crâne d'une espèce d'Australopithèque appelée Australopithecus anamensis. Aussitôt, la découverte est relayée par de nombreux journaux, que ce soit des JT, des sites de vulgarisation scientifique ou même des journaux locaux. Ils présentent alors cette découverte comme une révolution de nos connaissances sur l'évolution humaine. Ceci est une révolution. Il est vrai que cela fait plaisir de voir une découverte paléontologique mise en avant dans les médias, mais malheureusement, comme à chaque fois, on n'a pas pu échapper à la propagation d'idées reçues dans certains de ces articles. Et même si on peut relativiser en se disant qu'on n'en est pas au niveau de The Top Man, quoique, c'est quand même triste de constater comment un tel sujet est traité dans nos médias actuels. Et dans cette vidéo, je vous propose de nous pencher sur quelques approximations que j'ai pu lire sur la découverte du crâne d'Australopithecus anamensis. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour le deuxième épisode de Check or Perish. Dans le premier épisode, j'avais parlé de la chaîne The Top Man français qui présente des vidéos de qualité sur la paléontologie. Bonjour, je suis Jean-Michel Sarcasme. Et aujourd'hui, comme annoncé en début de vidéo, on ne va pas parler d'une chaîne YouTube, mais de quelques contenus qui ont parlé de la découverte d'un crâne d'une espèce d'Australopithèque. Alors oui, je sais, je suis très en retard puisque l'article décrivant le crâne date d'août 2019. J'aurais aimé sortir cette vidéo plus tôt, mais bon, on va dire que mieux vaut tard que jamais. Certains et certaines ont peut-être vu l'épisode de Paléo News sur la chaîne d'Entracte Science qui a parlé de cette découverte, et si ce n'est pas le cas, je vous recommande d'aller le voir. Car ici, on ne va pas vraiment se focaliser sur la découverte en elle-même, mais on va plus se focaliser sur le traitement médiatique qu'il y a eu autour. On va commencer par le reportage qui est passé au JT de France 2, donc plutôt une grosse audience, puisque d'après les chiffres que j'ai trouvés, le JT de France 2 c'est en moyenne 5 millions de téléspectateurs. Et en plus, il s'agit du service public, donc je sais pas si c'est une idée reçue, mais j'ai toujours eu le pressentiment qu'ils traitaient les sujets un peu plus sérieusement que les chaînes privées type BFM TV ou CNews. Donc, voyons ça. Bon. Alors, le reportage est court, mais on y trouve tout ce que je craignais d'entendre dans un reportage d'une grosse chaîne de télé traitant d'une telle découverte. Vous allez voir, dès le début, ça commence bien. Si nous avions vécu il y a 4 millions d'années, nous aurions peut-être ressemblé à ça. Bon, déjà, cette voix parfaitement caricaturale de journaliste comme on connaît, digne des meilleurs reportages d'enquête d'action, mais bon, ça, c'est un problème de forme, parlons plutôt du fond. La voix nous dit que si nous aurions vécu il y a 3,8 millions d'années, nous aurions pu ressembler à ça. Donc ça, c'est la reconstitution de l'espèce Australopithecus anamensis, réalisée à partir du crâne décrit en août 2019. Alors, je ne suis pas sûr de pouvoir prétendre comment le public va interpréter cette phrase, mais moi, mon premier pressentiment est qu'elle sous-entend qu'il y aurait une relation de parenté directe entre cette espèce d'Australopithèque et notre espèce Homo sapiens, qu'en gros notre évolution suivrait une ligne. Et là pour moi, rien qu'avec cette première phrase qui introduit le reportage, il semble que soit transmis une mauvaise conception de comment se passe réellement l'évolution. Depuis très longtemps, il y a cette idée de représenter l'évolution du vivant comme suivant une ligne avec une direction précise. Image popularisée par la fameuse marche du progrès que l'on peut voir souvent reprise quand on veut illustrer l'évolution. Et ce singe poisson grenouille a réussi à chimpanzé, et ce chimpanzé a eu un enfant mutant qui a sauté un autre chimpanzé, et ça a donné vous. Dans cette conception, notre histoire évolutive serait une simple succession d'espèces partant des singes et allant vers les humains. Or, si vous suivez mes vidéos, vous devez souvent m'avoir entendu dire qu'en évolution, quand on parle de relation de parenté, on ne parle pas de qui descend de qui, mais qui est plus proche de qui. Ainsi, les humains ne descendent pas des singes, les humains sont des singes avec lesquels ils partagent des caractères hérités d'un ancêtre commun. Dans cette conception, notre histoire évolutive ne serait pas représentée par une ligne, mais plutôt par un buisson avec sur chaque branche les espèces classées selon leur lien de parenté, établi par le partage ou non de caractères issus d'un ancêtre commun. Donc rien qu'avec cette première phrase, le reportage place les spectateurs dans une conception fausse de l'évolution. C'est quand même dommage quand c'est le sujet principal de ton reportage.
Ah, il faut que ça s'arrête, j'en peux plus. Mais bon, voyons la suite. Il appartient à un anamensis, le plus vieux des australopithèques. Alors, même si la phrase est vraie, je pense que ça aurait quand même mérité une meilleure introduction, parce que, honnêtement, je ne pense pas que la plupart des gens connaissaient l'espèce Australopithecus anamensis avant cette découverte. Et d'ailleurs, à en croire une phrase qui est dite dans la suite du reportage, Notre grande famille s'est donc découvert un nouveau cousin. je ne suis pas sûr que les journalistes aient compris que cette espèce était connue et identifiée par les paléontologues bien avant cette découverte. D'ailleurs, posons la question à un spécialiste. Alors non, pas vraiment. Australopithecus anamensis, c'est une espèce qui est déjà ancienne puisqu'elle a été décrite formellement en 1995 sur la base de restes qui ont été découverts au Kenya. En réalité, on connaissait déjà des restes qui avaient été découverts en 1965, dès 1965, mais ces restes n'avaient pas été formellement attribués à cet australopithèque. Ce qu'on connaît aujourd'hui de cette espèce, c'est principalement des restes dentaires, des restes mandibulaires, des restes post-crâniens également, quelques-uns. Et puis maintenant, on connaît ce crâne qui va nous apporter des indications extrêmement précieuses sur la morphologie de cette espèce. Donc voilà, ça aurait été quand même bien d'insister un peu là-dessus, parce que honnêtement, je pense que pour la plupart des gens, quand on dit Australopithèque, ils pensent d'abord à Lucie, et puis c'est tout. Je ne pense pas qu'ils sachent qu'il y a plusieurs espèces d'Australopithèques. Enfin bon, continuons. C'est cette équipe d'archéologues qui a découvert ce trésor. Et allez, j'en étais sûr, j'aurais parié ce que vous voulez qu'ils allaient la faire, cette erreur-là. Putain, j'en ai marre d'avoir toujours raison. Donc, même si on l'a répété un nombre je ne sais combien de fois, non, les scientifiques travaillant sur l'évolution biologique des humains ne sont pas des archéologues, mais des paléontologues, que l'on peut aussi appeler paléoanthropologues. Les archéologues sont des scientifiques étudiant les civilisations humaines. Ils s'intéressent aux objets, aux bâtiments et aux pratiques des humains du passé. Et par humains du passé, j'entends pas uniquement notre espèce Homo sapiens, mais également toutes les espèces de notre famille. Donc voilà, je l'ai redit pour la énième fois, je ne sais pas ce qu'il faut pour que les journalistes traitant de ces sujets comprennent, je ne sais pas, que je le dise au ralenti. Les scientifiques travaillant sur l'évolution biologique... Ouais non, je suis pas convaincu que ça marche, enfin en tout cas, paléontologue et archéologue, c'est pas la même chose. Et le pire, c'est que dans le reportage, ils font intervenir Yves Coppens, qu'ils présentent comme un... Soyez un minimum cohérent. D'ailleurs, tant que vous y étiez, vous auriez pu faire relire votre texte par Coppens. Ça vous aurait évité de dire n'importe quoi. Auriez-vous par hasard prévu d'avoir des journalistes dans votre rédaction de journalistes? Je crois que je hais cet homme. On pensait que cette espèce, les anamensis, s'était transformée pour donner naissance à celle de Lucie. Les deux espèces auraient en fait cohabité pendant au moins 100 000 ans. Ça, on va y revenir plus tard dans la vidéo. Mais pour le moment, je pense qu'on va s'arrêter ici pour ce reportage. Vous voyez, on a un bel aperçu de ce que nos journaux nationaux en ont à faire d'une telle découverte. Mais passons et allons voir maintenant du côté des médias un peu plus spécialisés dans la communication scientifique, peut-être que ce sera mieux. Par exemple, Futura Science, qui est quand même une référence de la vulgarisation scientifique sur le web, même s'ils ont parfois pondu des articles approximatifs. Donc, voyons ça. Bon, il y a du bon et du moins bon. C'est pas aussi catastrophique, mais quand même il y a quelques trucs qui mériteraient d'être révisés. Cependant, pour cette partie, je vais être obligé d'aborder certains aspects qui nécessitent d'avoir quelques bases sur l'évolution humaine. Donc, pour être sûr que tout le monde parte du bon pied, voici une présentation rapide de nos connaissances actuelles sur l'évolution humaine. Promis, je vais faire bref. 3, 4. Nous partageons un ancêtre commun exclusif avec les chimpanzés, qui sont donc actuellement nos plus proches cousins. À partir de cet ancêtre commun, nous avons deux rameaux qui ont émergé. Un a donné les chimpanzés et l'autre a donné les humains. Tous les fossiles dont vous avez entendu parler, que ce soit les néandertaliens, Homo habilis, les australopithèques, etc., sont placés sur ce rameau. Des estimations ont donné un âge pour le dernier ancêtre commun entre les chimpanzés et les humains entre 10 et 8 millions d'années. Les fossiles des représentants passés du rameau humain sont nombreux, et ça peut devenir vite compliqué de comprendre quelles sont nos connaissances actuelles sur l'évolution humaine. Pour simplifier, on peut représenter ces divers fossiles en les regroupant dans différents blocs, entre guillemets, correspondant en fait à des stades évolutifs.
Attention, j'insiste là-dessus, ces rassemblements en stade évolutif ne sont pas des rassemblements au sens phylogénétique, c'est-à-dire dans le sens où ils seraient rassemblés en fonction de caractères qu'ils ont hérités d'un ancêtre commun. Chaque bloc ou stade évolutif représente un lot de caractères et des tendances partagées. Vu que j'ai promis d'être bref, pour ici, je ne vais pas rentrer dans le détail de ces caractères. Le plus ancien stade évolutif connu, qui est appelé tout simplement le bloc ancien, correspond à des spécimens d'hominidés découverts à la fin du Miocène. Il comprend en premier Toumaï, Sahelanthropus tchadensis, qui vivait au Tchad il y a environ 7 millions d'années. Il est pour le moment l'hominidé le plus proche du dernier ancêtre commun entre les humains et le chimpanzé. Vient ensuite Ororhyn duganensis, trouvé au Kenya et datant de 6 millions d'années. Et enfin, on a le genre Ardipithecus qui vivait en Éthiopie entre 5,8 et 4,2 millions d'années. Il est notamment connu par un des spécimens nommé Hardy, qui appartient à l'espèce Ardipithecus ramidus. Il s'agit d'un squelette assez complet, pour un fossile, daté à 4,4 millions d'années. La seconde espèce d'Ardipithecus correspond à l'espèce Ardipithecus kadaba. Après, cette espèce est connue uniquement par quelques ossements. Ardipithecus kadaba, elle est connue surtout par du matériel à 5,8 millions d'années et du matériel à 5,2 millions d'années qui est constitué par une phalange. C'est une phalange de pied qui montre une station bipède. Mais l'attribution d'une phalange à une espèce donnée, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, et donc son attribution précise à Ardipithecus kadaba, moi je dirais qu'elle est à mettre en doute, d'autant plus que entre 5,8 millions d'années et 5,2 millions d'années, dans les sites qui ont livré tout ce matériel, on observe un changement de la faune en général. Par exemple, les suidés, les cochons, qu'on connaît à 5,8 millions d'années, eh bien, ils ont évolué et ce ne sont plus les mêmes espèces à 5,2 millions d'années. Donc, il y a énormément de flou dans ce qui se passe à cette période-là, et on reste pour l'instant avec très peu d'éléments pour discuter de comment s'est produit la transition vers les formes plus récentes. Maintenant, passons au stade suivant qui correspond au bloc des Australopithèques. Ces derniers sont généralement divisés en deux sous-groupes, les Australopithèques graciles, correspondant au genre Australopithecus, et les Australopithèques robustes, correspondant au genre Paranthropus. Les Australopithèques connus en premier sont les Australopithèques graciles, avec par exemple l'espèce Australopithecus anamensis, celle à laquelle appartient le crâne décrit en 2019. Cette espèce est pour le moment la plus ancienne espèce d'Australopithèque connue actuellement. On connaît d'autres espèces d'Australopithèques, dont notamment l'espèce de la célèbre Lucie, Australopithecus afarensis. Plus tard, aux alentours de 2,5 millions d'années, vont apparaître les Australopithèques robustes, qui, comme leur nom l'indique, sont des formes plus robustes que les précédentes. Les scientifiques ne sont pas tous d'accord sur les relations de parenté entre ces différentes formes, mais ils semblent s'accorder sur le fait que le genre Homo aurait plus émergé au sein des Australopithèques graciles qu'au sein des paranthropes. Et donc, pour le dernier bloc, pas de suspense, il correspond à celui du genre Homo, avec toutes les espèces dont vous avez peut-être entendu parler, Homo habilis, Homo erectus, Homo florenzensis, Homo naledi, etc., jusqu'au dernier représentant, Homo sapiens. Donc voilà, c'était la présentation très sommaire de nos connaissances actuelles sur l'évolution humaine. Bravo Arthur, bravo. Je sais qu'il manque pas mal d'éléments, mais comme je l'ai déjà dit, je reviendrai plus en détail là-dessus dans une vidéo consacrée exclusivement à l'évolution humaine. Et avant de revenir à l'article de Futura Science, il faut aussi préciser un truc. La présentation faite précédemment peut donner l'impression que les espèces de chaque stade ont vécu à une époque distincte, sans côtoyer les autres, et donc d'avoir à nouveau cette vision un peu linéaire et graduelle de l'évolution humaine. Cependant, quand on s'intéresse au registre fossile et à la distribution chronologique des hominidés du passé, on s'aperçoit que ce n'est pas vraiment le cas. Plusieurs espèces sont contemporaines et surtout, on peut voir que les premiers représentants du genre Homo ont vécu en même temps que les dernières espèces d'Australopithèques. Et vous pouvez également constater que le registre fossile des hominidés est plus riche après 4 millions d'années, durant la période du Pliocène, où les paléontologues ont pu découvrir et identifier de nombreuses espèces. Cependant, avant 5 millions d'années, à la fin de la période du Miocène, le registre fossile est plus pauvre. On ne connaît que 3 espèces d'hominidés, chacune étant représentée par quelques restes fossiles.
Cela fait que la transition entre le Miocène et le Pliocène est l'objet de nombreuses interrogations au sein de la communauté scientifique. Alors je dirais qu'on ne sait pas forcément grand-chose, parce qu'il y a très peu de sites qui sont datés de cet âge-là. On est là autour de 5,3 millions d'années. D'une manière générale, entre la fin du Miocène et le Pliocène, on connaît une phase de l'évolution humaine qui correspond à ce qu'on appelle le grade hominidé ancien ou le grade évolutif ancien. Ce sont en fait les plus anciens représentants de l'humanité. Ce sont des fossiles qui sont difficilement comparables entre eux parce qu'il y a très très peu de restes communs. Un crâne pour Sahelanthropus, un peu de matériel post-crânien pour Ororine et quelques dents, également quelques dents et un petit peu de post-crânien pour Kadaba. Et puis après, il y a un trou dans la séquence temporelle qui est assez important jusque vers 4,4 millions d'années. Donc ça, c'est Ardipithecus ramidus, où là, on a un squelette qui est quasiment complet et beaucoup d'autres restes. C'est une espèce qui est assez bien documentée, qui donne potentiellement une image assez complète de ce à quoi pouvait ressembler l'ancêtre commun aux chimpanzés et aux humains actuels. Et puis, potentiellement, pour certains auteurs, cette espèce est précurseur d'Australopithecus anamensis, mais elles sont séparées par un très court laps de temps, environ 200 000 ans, et beaucoup d'autres auteurs pensent que ces 200 000 ans ne sont pas suffisants pour expliquer la différence morphologique relativement importante entre Ramidus d'un côté, le plus ancien, et Anamensis de l'autre. Donc, vous l'aurez compris, cette transition entre le Miocène et le Pliocène est une période cruciale dans l'évolution humaine, puisque c'est également à ce moment-là que l'on a une transition entre les formes hominidées dites anciennes et les formes australopithèques. L'espèce Anamensis étant l'espèce du genre Australopithecus la plus ancienne connue, elle est à un point clé de cette évolution. Comme dit précédemment, avant 2019, cette espèce n'était connue que par des restes fragmentaires, et la découverte de ce crâne a permis d'apporter des informations précieuses pour essayer de mieux comprendre cette transition. Donc maintenant, nous allons pouvoir revenir à l'article de Futura Science. Il nous dit justement: ce fossile est peut-être le chaînon manquant entre les célèbres Toumaï, Hardy et Lucie, entre nos plus anciens ancêtres et les groupes les plus récents. Ah, chaînon manquant, un autre terme dont raffolent les médias quand on parle d'évolution, et surtout quand on parle d'évolution humaine. Et il est vrai que les paléontologues adorent ce terme. C'est un terme absolument à bannir. Le terme de chaînon manquant, c'est un terme qui est à proscrire. Je suis Jean-Michel Sarcasme. C'est un terme qui est sorti du langage scientifique depuis longtemps. Et qui perdure toujours dans la communauté des médias. Et donc on revoit fleurir régulièrement à l'occasion de la découverte de tel ou tel fossile. En fait, c'est un terme assez ancien qui remonte notamment au Moyen-Âge et au début de la Renaissance, et qui était basé sur une vision non évolutionniste du vivant, ce qu'on appelait à l'époque la Scala Naturae, ou l'échelle du vivant. Cette vision supposait une sorte d'évolution linéaire entre les organismes, avec des formes dites primitives, des formes dites évoluées ou dérivées, et tout un tas de formes intermédiaires transitionnelles entre ces deux pôles. On imaginait que, par exemple, entre les chimpanzés et nous, il y avait un intermédiaire qui permettait d'expliquer la transition morphologique. Et donc cet intermédiaire, soit on pouvait l'imaginer existant de manière horizontale, donc c'est-à-dire quelque part contemporain aux chimpanzés et aux humains, mais je rappelle que les chimpanzés et les humains sont des représentants actuels de la biodiversité et que les uns ne sont pas du tout les ancêtres des autres. On sait depuis un petit moment déjà que l'évolution ne fonctionne pas de cette manière linéaire, mais qu'il faut voir plutôt l'évolution comme un buissonnement d'espèces au cours des temps, chacune avec leurs caractéristiques, avec des degrés évolutifs différents. Dans notre famille, au cours de notre histoire évolutive, plusieurs espèces humaines ont coexisté dans un même temps. Et sur un peu plus d'une trentaine d'espèces fossiles, maintenant, on n'en connaît qu'une aujourd'hui, c'est l'homme moderne, l'humain moderne. Et toutes les espèces fossiles que l'on connaît ne sont pas ancestrales, en tout cas à l'humain moderne.
on a un certain nombre de fossiles sur la lignée humaine. On en a beaucoup moins, on en a très très peu du côté des chimpanzés, mais ce qui se produit, c'est qu'au cours de l'évolution, à partir de cet ancêtre commun, ces deux lignées divergent, et puis vous avez une succession d'espèces qui connectent l'ancêtre commun aux espèces actuelles, c'est-à-dire d'un côté aux deux espèces de chimpanzés, et puis de l'autre à la seule espèce humaine résultante. Donc, quelque part, des chaînons manquants, vous en avez une infinité, puisqu'à chaque moment de l'histoire, vous avez des espèces qui ont existé, il y en a même eu plusieurs de manière contemporaine, et donc ça veut tout simplement dire que chaînon manquant, ça ne peut pas être un chaînon manquant, c'est potentiellement des milliers de chaînons manquants, et donc du coup, il y a toujours quelque chose qui manque à ce qu'on a, puisque la fossilisation est imparfaite. Donc ça ne veut strictement rien dire. Il faut arrêter de chercher le chaînon manquant. Il faut par contre documenter les lignées évolutives qui ont donné lieu à la biodiversité actuelle. Et si cela ne suffit pas à vous convaincre d'oublier les termes de chaînon manquant, j'ajouterai cette citation que vous pouvez retrouver sur le site hominidés.com. Le chaînon manquant est une invention destinée à rassurer notre ego blessé par Darwin, qui avait mis en lumière notre parenté avec les singes. Elle a mené à l'une des plus célèbres fraudes de la paléontologie, l'homme de Pigdown, un crâne humain de gros volume associé à une mâchoire de singe que l'on a fait passer pour notre ancêtre. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'affaire de l'homme de Pigdown, je vous mettrai un lien dans la description. J'y consacrerai sûrement une vidéo un jour. En tout cas, sachez que cette affaire, qui découle donc de cette fausse idée du chaînon manquant, est encore radotée sans cesse par les personnes qui rejettent la théorie de l'évolution. Donc ce n'est pas complètement inoffensif d'employer encore le terme de chaînon manquant. Et si les journalistes qui traitent ce genre de sujet pouvaient le comprendre une bonne fois pour toutes, ça ferait plaisir à moi, à mes collègues vulgarisateurs, et aux paléontologues. Bref, poursuivons la lecture de cet article. Un nouveau candidat pour le panthéon préhistorique. Un crâne d'Australopithèque vieux de 3,8 millions d'années et remarquablement complet a été mis au jour en Éthiopie. Une découverte qui bouscule une nouvelle fois notre vision de l'évolution. Un atout qui pourrait lui valoir de devenir une nouvelle icône de l'évolution humaine, juge Fred Spoor du National History Museum de Londres. Et de rejoindre ainsi les célèbres Toumaï, Hardy et Lucy. Bon, on insiste sur le côté révolutionnaire de la découverte qui bousculerait nos connaissances sur l'évolution humaine, ça on y reviendra plus tard, mais là j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu sur cette expression d'icône de l'évolution humaine. Alors certes, ce n'est pas une expression de journaliste, c'est une citation de scientifique, mais ils prennent pas la peine de nous donner une définition. Et moi je me demande, qu'est-ce qu'une icône de l'évolution humaine, et est-ce qu'on peut vraiment considérer que Lucy, Toumaï ou Hardy sont des icônes de l'évolution humaine? En tout cas, ce sont certainement des stars qui sont extrêmement bien connues. Et il y a des raisons assez précises pour ça. Alors, je prendrai le cas de Lucy, par exemple. Lucy, elle a été découverte en 1974, et il se trouve qu'à l'époque, c'était une représentante de l'espèce la plus ancienne documentée à l'époque, Australopithecus afarensis. On est aux alentours de 3,2, 3,5 millions d'années. Ce matériel est découvert dans l'Afar. Il s'agit d'un squelette qui n'est pas complet, mais qui est partiel, et qui est le plus ancien squelette partiel connu à l'époque d'un représentant de l'humanité. En plus, c'est une jeune femme, c'était une jeune femme, et donc il y a beaucoup d'affectif qui s'est placé sur ce fossile. Il a été également très bien présenté par ses découvreurs. Et en plus, c'est tombé à un moment un peu clé, qui était la révolution éthiopienne. Il y avait énormément de journalistes à Addis Abeba. Ils attendaient les événements révolutionnaires qui ne venaient pas. Comme toujours, quand il se passe plein de choses dans une période historique, il y a beaucoup de moments d'attente. Et c'est là que ces quelques jeunes Français et Américains sont rentrés du terrain en disant voilà ce qu'on a trouvé. Et il y a eu un engouement extrêmement important de la part de la presse qui a donné un retentissement mondial à cette découverte. Donc de ce point de vue-là, Lucy, elle est connue dans le monde entier et c'est sans aucun doute une star. Alors après, Toumaï, Hardy ont, par leur importance scientifique, connu également un engouement extrêmement important de la presse.
Ils n'ont jamais vraiment complètement gommé Lucie. Et d'ailleurs, Lucie, il y a plein de gens qui pensent encore que c'est la doyenne de l'humanité, le plus ancien fossile connu. C'est pas du tout vrai, hein, puisque Lucie, elle a 3,18 millions d'années. Si on prend Sahelanthropus chalensis, Toumaï, le crâne de Sahelanthropus, il est daté potentiellement à 7 millions d'années. Donc Lucie, elle est vraiment au milieu de notre histoire. Hardy, c'est un squelette aussi extrêmement bien préservé, partiel, mais avec plein d'éléments. Et il est à 4,4 millions d'années et c'est, à l'heure actuelle, le squelette le plus ancien connu. Donc c'est très important d'un point de vue de la connaissance de l'évolution humaine. Et puis Toumaï, c'est le plus ancien représentant de l'humanité. Il est moins complet, c'est juste un crâne, mais de fait, il apporte des informations sur une période pour laquelle on n'avait absolument aucune donnée avant sa découverte. Donc le crâne de Anamensis décrit en 2019 est devenu pour un temps la nouvelle star médiatique de l'évolution humaine. Il est vrai que comme dit depuis le début de la vidéo, il y a eu une importante agitation médiatique autour de la découverte de ce crâne. Et comme vous avez pu le voir, les auteurs de l'étude se sont exprimés dans les médias et ont aussi bien mis en avant que cette découverte était révolutionnaire. Et justement, maintenant, on va pouvoir s'intéresser aux avancées scientifiques permises par la découverte de ce crâne. Beaucoup d'articles ont mentionné que le crâne permettait d'en savoir plus sur l'hypothèse de l'apparentement entre l'espèce Australopithecus anamensis et l'espèce Australopithecus afarensis, donc c'est-à-dire l'espèce à laquelle appartient Lucie. Certains journalistes ont même été jusqu'à résumer la chose par un raccourci en disant que le crâne pouvait être un ancêtre de Lucie. Je n'aime pas ce genre de raccourcis qui ne sont bons qu'à mettre de fausses idées dans la tête des gens. En fait, ce sont des expressions de journalistes qui ne représentent pas grand chose derrière. Mais bref, alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de relation de parenté entre Australopithecus anamensis et Australopithecus afarensis? Eh bien, en évolution humaine, il y a deux façons de voir les choses. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. En premier, il y a l'évolution dite anagénétique ou anagénèse. Elle correspond à l'évolution temporelle et graduelle d'une lignée unique qui se transforme progressivement pour donner naissance à une nouvelle espèce. En gros, dans cette vision, on a une espèce qui se transforme en une autre et ainsi de suite. Il n'y a pas de recoupement temporel entre les espèces, autrement dit, elles n'ont pas cohabité. Et en second, il y a la vision de l'évolution cladogénétique ou cladogénèse qui correspond à l'apparition de nouvelles espèces par la scission d'une lignée ancestrale. En gros, au départ, vous avez une espèce qui, pour une raison ou une autre, par exemple un changement d'environnement, va donner deux nouvelles espèces qui vont coexister. Et là, il peut y avoir un recoupement temporel entre ces deux espèces. Certains paléontologues ont proposé l'hypothèse disant que l'espèce Anamensis serait l'ancêtre de Afarensis, et que donc, dans ce cas-là, on aurait un exemple d'anagénèse. Il n'y a pas de recouvrement temporel entre ces deux espèces, c'est-à-dire que les Anamensis les plus récents sont aux alentours de 3,9 millions d'années, tandis que les Afarensis les plus anciens sont aux alentours de 3,7 millions d'années, un petit peu plus si on considère certains restes. Donc il n'y a pas de recouvrement. Et en plus, Anamensis, les caractères observés au sein de cette espèce sont relativement primitifs pour ce qu'on en connaît par rapport à l'état dans lequel ils sont chez Afarensis. Donc, si on considère ces deux facteurs, pas de recouvrement temporel et un Anamensis un peu plus primitif que Afarensis, l'hypothèse d'ancestralité peut fonctionner. Et les auteurs de l'étude qui a décrit le crâne de Anamensis semblent plutôt dire que les caractéristiques du crâne contredisent l'hypothèse de l'anagénèse. Il y a plusieurs choses intéressantes dans la découverte du crâne d'Anamensis. Il y a sa morphologie d'une part et son âge d'autre part. Le crâne il est daté aux alentours de 3,8 millions d'années, donc c'est une forme plus récente de ce qu'on connaissait a priori d'Anamensis jusqu'à maintenant. Donc ça réduit un petit peu cet intervalle entre les deux espèces, avec même potentiellement un recouvrement de 100 000 ans entre Anamensis et Afarensis, si l'on considère certains restes. Également, les caractères crâniens semblent montrer que Anamensis est différent à bien des égards de Afarensis. Donc on peut se poser la question aussi de cette évolution graduelle entre cette forme d'Anamensis qui est très différente de ce qu'on connaît chez Afarensis par ailleurs. Vous l'aurez compris, on semble plus s'orienter sur une hypothèse de cladogénèse, avec Anamensis et Afarensis qui ont cohabité,
et qui seraient peut-être issus d'une même espèce ancestrale. Cependant, il faut quand même prendre en compte une certaine nuance. Il existe plusieurs populations géographiques d'Anamensis qui sont également elles-mêmes dans une succession temporelle et avec des variations morphologiques entre ces populations géographiques et temporelles. Et même si ce nouveau crâne semble être assez différent d'Afarensis et en contradiction avec l'hypothèse de l'ancestralité, on ne peut pas tout à fait écarter le fait qu'Afarensis dérive d'une autre population d'Anamensis que celle représentée par ce crâne. On ne connaît pas la variation crânienne chez Anamensis jusqu'à maintenant, puisqu'il n'y a qu'un individu qui représente ces restes crâniens. Donc il reste encore beaucoup de choses à faire, beaucoup d'études à réaliser, avant de se prononcer effectivement si oui ou non il y a un lien d'ancestralité entre Anamensis et Afarensis. Donc, est-ce que la description de ce crâne d'Australopithecus anamensis est vraiment une révolution? Ceci est une révolution. La découverte reste importante bien sûr puisqu'il s'agit de la description d'un crâne presque complet d'une espèce d'Australopithèque qui n'était connue jusqu'à présent que par des restes très partiels. Sa description a permis d'ajouter de nouvelles données au colossal puzzle de l'histoire humaine, mais après, la révolution tant annoncée semble plus avoir été, on va dire, médiatique que scientifique. Les médias ont beaucoup insisté sur le côté révolutionnaire de la découverte, en étant aidés un peu par les auteurs qui ont un petit peu poussé dans ce sens, mais j'ai pas l'impression que les médias aient compris la découverte en elle-même. Donc voilà, gardez bien à l'esprit que des informations sur la paléontologie que vous pouvez entendre dans des médias plus traditionnels, qui inspirent donc plus confiance, eh bien, elles sont aussi à prendre avec beaucoup de précautions, puisque, comme on l'a vu, certains ne prennent même pas la peine de se renseigner comme il faut et continuent à propager des idées reçues aberrantes. Et même dans les médias spécialisés en sciences, ça me frustre vraiment de voir des expressions comme « chaînon manquant » utilisées dans ce genre d'article qui inspirent à plus de sérieux. Bref, à tous les journalistes qui écrivent ce genre d'article sur la paléontologie, est-ce qu'à l'avenir, vous pourrez vous renseigner comme il faut sur les sujets, s'il vous plaît? Et c'est sur ces mots que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi ça m'a fait plaisir de traiter enfin un sujet parlant exclusivement d'évolution humaine. Comme je l'ai dit à de nombreuses reprises, oui, il y a beaucoup d'aspects que je n'ai pas pu aborder, que je réserve pour une future vidéo. J'en profite pour remercier les deux intervenants que vous avez pu voir dans cette vidéo, Jean-Renaud Boisserie et Franck Guy, qui m'ont également aidé pour les diverses informations, notamment les deux infographies vous résumant nos connaissances actuelles sur l'évolution humaine. Merci à vous toutes et tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, un commentaire en dessous, et à partager la vidéo. Si vous voulez ne pas louper les prochains épisodes, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux et si vous avez envie de soutenir mon travail, vous pouvez regarder gratuitement une pub sur Utip ou vous pouvez me faire un don sur Tipeee. On se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à plus.